Thibaut Barognan est un athlète élite de la team Salomon et je l'avais reçu dans un café trailer et il nous avait parlé de son projet Try&See. Je trouvais intéressant de le recevoir pour savoir comment s'était passé cet événement au Cap-Vert qui s'est déroulé en 2021. Vous allez connaître des moments de difficulté, des moments intenses que Thibaut a vécu avec toute son équipe et qu'il nous partage dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Thibaut, et alors Thibaut on s'est déjà eu sur le podcast. Alors à l'époque c'était sur Café Trailer en live. Tu fais partie du cercle fermé de ceux qui seront passés 2 fois sur le podcast. Comment vas-tu Thibaut? Bah ça va, bonjour à tous. Ouais, ça va bien, je te remercie. Top. Alors, c'est vrai que pendant le premier épisode qu'on avait fait, on avait parlé de ton projet au Cap-Vert qui était donc Try&See. Donc là, maintenant, on enregistre, là, on est mi-janvier. Le projet, il est terminé. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un petit peu pour tous ceux qui n'auraient pas entendu ou parler de ce projet-là, de rappeler ce que c'était que ce projet? Ouais, dans les grandes lignes, c'était un projet un peu transversal, à la fois sportif, solidaire, avec une petite partie environnementale. L'idée, c'était d'aller traverser. Donc en 2019, j'avais déjà fait un premier projet sur son Tantao, l'île la plus étendue du Cap-Vert. J'avais traversé l'île d'ouest en est, là, sur un FKT à peu près 100 bornes. Et puis on avait parrainé tout un groupement scolaire dans la vallée où j'organise les séjours trail. Et là, le projet, c'était de le continuer un peu, ce projet de 2019, en un peu plus grand. Donc c'était d'aller traverser toutes les îles habitées et restantes du Cap-Vert, donc il en restait 8. Et puis d'y associer des causes à la fois solidaires et environnementales. Donc on a parrainé en fait 3 ONG, donc on a fait un don financier, et puis on a réalisé des pluggings, donc des ramassages de déchets avec eux sur des plages un peu ciblées où ils travaillent. Et puis en parallèle, on a parrainé aussi un gros groupement scolaire sur l'île de Fogo, où on a ramené plusieurs centaines de kilos de fournitures scolaires, d'équipements de sport, de musique, d'art, de chimie, etc. Donc tout un projet en collaboration avec l'école, et puis aussi des vêtements pour les enfants qui habitent dans le volcan, qui est une des rares zones au Cap-Vert où il peut faire froid, où du coup ils n'ont pas forcément d'habits adéquats. Et donc on avait fait une grosse collecte d'habits et de fournitures scolaires avant de partir. Et alors, pourquoi est-ce que tu ou vous, je sais pas qui était vraiment à l'origine du projet, c'est toi, j'imagine, t'as choisi d'aller sur ces îles du Cap-Vert pour ce projet-là? Bah, en fait, j'ai découvert le Cap-Vert en 2018 avec un ami ici qui a la famille là-bas. Et l'idée, c'était d'aller faire des séjours trail autour d'un complexe hôtelier qu'ils ont monté là-bas dans la vallée de Paoul sur Sant'Antao. Et puis, donc ouais, ma première expérience au Cap-Vert, c'est 2018, et après on y est retourné en 2019 justement pour faire 2 stages et cette traversée-là. Et c'est vrai que c'est un coin que j'adore, avec une ambiance qui est vraiment typique de là-bas, c'est une culture, c'est à chaque fois très dépaysant, et ouais, c'est une ambiance de vie qui est totalement différente d'ici, et c'est vrai que j'ai bien accroché, et à chaque fois que j'y étais, je suis revenu un peu changé, donc j'avais envie de faire ces projets là-bas pour à la fois moi sportivement découvrir des choses, et puis aider la population qui nous accueille à chaque fois à bras ouverts, et ouais, qui nous rend bien tout ça en fait. Et alors justement, tu vois, quand tu dis que tu reviens changer à chaque fois. Ça, c'est une question que j'ai souvent sur le podcast. Quand tu pars faire des voyages comme ça, tu reviens souvent avec, t'es changé, hein, mais est-ce que quand tu reviens, finalement la vie, tu vois, elle reprend son fil, et puis tous ces sujets de l'écologie, tu vois, quand tu vois, par exemple, j'étais en Thaïlande et j'ai vu des mers qui étaient remplies de plastique et tout. Tu reviens en fait ici et puis tu vois plus ça. Euh,
tu reprends un peu ton train-train, tu oublies toute cette pauvreté qui existe, etc. Et toi, du coup, le fait de retourner là-bas, ça te fait ces rappels-là. Quand tu reviens, est-ce que tu ressens ça, ce train-train qui revient ou pas trop? Oui, bah forcément, il se réinstalle, forcément, on reprend notre vie habituelle et c'est pas la même que là-bas. Et puis là-bas, on est en vacances, entre guillemets, donc c'est sûr que c'est toujours différent quand on est en vacances dans un endroit que quand on revient chez soi et qu'on retourne à la routine. Mais non, mais même après, il y a, ouais, ça fait relativiser d'aller là-bas et de voir un peu comment vivent les gens et comment ils peuvent être heureux avec pas grand-chose. Et voilà, et à chaque fois, finalement, on ressort un peu différent. Et tous les gens que j'ai emmenés là-bas, bah, ils ont été marqués aussi par ça. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important quand on y va, quoi. C'est que de ressortir un peu différent, de rien qu'une semaine dans un endroit qui est totalement à l'opposé de ce qu'on peut vivre ici, quoi. Ah, ça, c'est vraiment important et j'espère profondément que mes enfants, ils aimeront le voyage parce que il y a que en voyageant qu'on peut se rendre compte parce qu'on a beau voir des reportages, des Mm-hmm. choses à la télé, tant qu'on les a pas vécues, c'est impossible Ouais, en fait. ouais, c'est sûr que c'est différent. Une fois que tu es sur place, bah, t'as le cœur qui parle et ça te touche, quoi. Alors que bon, c'est sûr que voir des reportages, c'est marquant, mais c'est pas aussi marquant que de voir, voilà, des enfants faire des kilomètres et des kilomètres à pied, pieds nus pour aller à l'école, sans matériel, sans rien, sans bus scolaire, et puis c'est leur quotidien, donc voilà, ils se plaignent pas, mais ça fait du bien aussi de voir des populations comme ça. Ouais, ça remet un peu en place. Hmm. Ah, ça nous rappelle un peu la chance qu'on a de vivre là où on vit et c'est vrai que souvent on se le dit avec ma femme, problème de riche. Ouais, ouais, exactement, c'est exactement ça. Hmm. Et alors du coup, je me rends pas bien compte, le Cap-Vert, ce sont des îles qui sont vraiment touchées par la pollution Bah, il y a une grosse problématique déjà de collecte des déchets sur place et du traitement. Donc à partir de là, c'est déjà compliqué. Et puis après, c'est en plein milieu de l'Atlantique et c'est tout proche des côtes. Enfin, c'est les premières îles euh, les plus proches de l'Afrique. Donc après, il y a toute la problématique de la pêche. Donc forcément, bah, il y a des côtes sauvages qui sont complètement touchées et sous le plastique parce que bah, il n'y a pas de vie entre le, ou il n'y a pas en tout cas de terre entre le, le continent africain et le Cap-Vert, et que forcément, bah, tout ce qui arrive directement globalement de toute l'Afrique, hein, ça va du Maghreb, même plus haut, hein, de l'Europe jusqu'en bas, bah, c'est des courants qui s'arrêtent au Cap-Vert et les déchets se stockent par endroits. Mais oui, il y a différentes problématiques par rapport à ça. et du coup, quand tu pars faire donc un plugin avec, ton équipe, parce que tu vois, j'avais vu le dossier de presse que vous aviez fait, Mm-hmm. tu vois des plages remplies de plastique. Tu vois, vous, quand vous partez, vous ramenez, bah, et forcément, vous pouvez pas tout prendre avec, sur vous. Mm-hmm. Et après tout ça, tu disais qu'il y avait un circuit de traitement de déchets qui était un peu compliqué. Comment ça se passe après derrière? Parce que ça, vous en faites quoi un peu de tout ça après? Des déchets, tu veux dire? Ouais, ouais, enfin, vous avez mis des choses en place pour sensibiliser, enfin, je sais pas comment. Bah, en fait, on a travaillé avec des ONG, donc eux, leur boulot à l'année, c'est ça, c'est de sensibiliser les populations locales, travailler dans les écoles, faire de la protection de la biodiversité, donc c'est les différents oiseaux, les différents reptiles, les tortues marines. Donc sur les plages, il y a des zones protégées, ils récoltent les œufs, ils chassent les chiens ou ceux qui bracolent les tortues. Enfin, il y a plein de choses qui font que nous on peut pas faire en une semaine ou en 3 jours. Enfin, c'est du travail sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc là, on a laissé une action ponctuelle qui rentre eux dans leur travail de sensibilisation à l'année et de nettoyage à l'année. Euh, et puis l'idée, c'était aussi de mettre un coup de projecteur sur leur asso, l'ONG, les mettre en relation avec des ONG d'ici, ce qu'on a fait aussi. Et puis voilà, c'est de les aider, de les faire connaître et pour que juste simplement les aider à la sensibilisation.
Et il y a un moyen pour les aider, les soutenir, peut-être à partager pour tous ceux qui aimeraient peut-être. Mais après, vous pouvez vous rapprocher directement d'eux. En gros, il y a une ONG par île au Cap-Vert qui s'occupe de ça. Donc, si vous êtes sur place, ils ont toujours besoin de bénévoles. Après, en action indirecte plus loin, à part le don financier, je vois pas comme ça comment on pourrait faire pour les aider. Euh, Après, c'est tout un travail. Voilà, je sais qu'il y a des Français qui travaillent depuis ici ou d'ailleurs dans ces ONG-là, mais je sais pas bien. C'est sûrement de la mise en relation, des recherches de financement, de, de, de réalisation de projets, en tout cas sur place. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, même sur Facebook, moi, je les ai contactés sur Facebook au tout début, et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Alors justement, j'allais te poser la question de la création de ce projet-là, de monter tout un projet comme ça. Ça t'a pris combien de temps et comment est-ce que tu t'y es pris pour toute la recherche de partenaires, etc. Bah, combien de temps, c'est dur à dire parce qu'en fait, je devais le faire en 2020, puis avec le Covid, j'avais repoussé, donc en gros, ouais, peut-être 1 an et demi, ça m'a pris pour monter le projet. Et puis après, recherche de financement, bah, j'ai fait des tas de mails à des tas d'entreprises, à des fondations, j'ai répondu à des appels d'offres de fondations, puis j'ai sollicité les partenaires qui m'avaient déjà soutenu en 2019. Et puis voilà, c'est essentiellement un financement privé, hein, et avec des marques sportives ou en lien en tout cas avec le sport et l'environnement ou la solidarité scolaire. Voilà. Et est-ce que ça va être... je vais te poser la question très directement, Mhm. mais est-ce que c'est plus facile quand on s'appelle Thibaut Barognan de démarcher des marques comme ça, ou enfin des marques, des entreprises, des fondations, ou est-ce que tu as rencontré aussi énormément de difficultés, de refus c'est un petit peu, je te pose la question pour peut-être pour tous ceux qui aimeraient faire ce type de projet-là, pour qu'ils sachent finalement est-ce que c'est possible pour eux aussi ou pas, enfin, ou c'est compliqué, comment on fait? Bah oui, oui, c'est sûr que pour moi, je pense qu'il y a une certaine facilité parce que j'ai déjà des partenaires qui me suivent et qui savent voilà comment je travaille, quelle communication j'ai derrière, ce qu'on va pouvoir mettre en place ensemble. Donc l'idée c'est d'avoir des contreparties pour eux aussi. Donc c'est sûr que bah, d'avoir un athlète, c'est intéressant parce on va pouvoir faire plein de choses derrière. Euh, puis des refus, j'en ai eu plein, hein. Enfin voilà, toutes les boîtes que j'ai sollicitées n'ont pas accepté. Et il y en a plein de boîtes où j'ai eu aucune réponse. Il y a eu des fois où voilà, il y a eu des échanges de mails pendant plusieurs temps et puis au final pour que ça débouche sur pas grand chose. Donc c'est beaucoup d'énergie. J'ai passé beaucoup de temps à cette recherche de partenariat, à monter le projet en lui-même, quoi. Ouais. Et c'est sûr que bah, il faut pas se décourager. Après, j'ai eu aussi la chance de rencontrer lors d'un voyage sur place le ramateur du bateau qui nous a emmené et fait voyager sur place. Donc ça, sans l'avoir rencontré sur place, j'aurais peut-être galéré à trouver le bateau. Mais voilà, ça a été tout un cheminement sur 1 an et demi. Hmm. C'est la création de projets comme ça, je trouve que c'est un truc. Faut vraiment avoir la hargne et savoir pourquoi tu y vas, parce que tu peux vite t'essouffler, quoi. Ouais, c'est sûr que bah, quand on te refuse une fois, deux fois, trois fois, et puis que le temps avance et que que ton financement il monte pas trop, bah, c'est ouais, ça peut être décourageant. Après, quand tu arrives à un certain niveau, bah, ça incite aussi d'autres marques à te suivre. Enfin voilà, c'est un peu l'effet boule de neige, quoi. Hmm. Mais pas simple. C'est vrai que c'est un sujet dont je parlais avec notamment Hermano Di Micheli qui prépare le projet Agrippa. Il veut traverser la France en run and swim. Mhm. Et il recherche des partenaires pour pouvoir aider des assos, etc. Mais en fait, c'est très compliqué, quoi. Ah ouais. C'est extrêmement compliqué ce genre de démarche. Donc, ne perdez pas courage si vous avez un projet.
Et alors, du coup, sportivement, 450 km, 15 000 mètres de dénivelé positif, toi qui es plutôt habitué aux efforts plutôt courts, enfin courts entre guillemets, hein, ça reste Mm, des distances longues pour la majorité de la population, mais bon, dans le milieu de l'ultra-trail, tu es plutôt spécialisé sur les distances plus courtes. Comment tu l'as vécu? Bah bien, on a fait, au total, on a fait à 400 bornes avec 18 000. Euh, Ça a fait des étapes entre 27 et 85. Donc en moyenne, voilà, on faisait 40-50 par jour sur 8 étapes, quoi, du coup. Mais non, non, physiquement, ça a bien été. Après, ça, c'est pas simple pour avancer là-bas sur les chemins parce qu'ils sont pas très fréquentés. Donc, il y a beaucoup de végétation. Enfin, c'est très technique. C'est pas entretenu comme ici, comme ce qu'on connaît. Donc, on fait pas du 10 km/h, même quand ça monte pas trop. Donc non, non, physiquement, il n'y a eu aucun pépin. Bon, après de la fatigue sur les 2 dernières étapes qui s'est installée, mais ça s'est bien déroulé. Après, le but, c'était pas forcément de claquer des temps sur toutes les étapes. Surtout qu'il y avait pas mal de portions. Comme on passait sur les points culminants de chaque île, il n'y avait pas forcément de chemin sur chaque point culminant. Donc, il y avait pas mal de hors-sentiers sur certaines étapes du coup, c'est usant et c'était usant et ouais, long, quoi, et lent. Donc, mais non, non, physiquement, ça s'est bien passé. L'étape Rennes, là, de 85 km, il y a eu quelques péripéties, mais globalement, j'ai bien géré. Je suis arrivé au début de nuit et ouais, j'étais pas forcément fatigué, pas mal aux jambes, donc c'était des bonnes expériences pour la suite. Si tu avais un souvenir que tu pouvais raconter ou partager, ce serait quoi? Bon, sur le terrain, je pense que c'est la fois où on s'est perdu justement sur l'étape Rennes, là. On était au kilomètre 35. Et en fait, on avait une section d'à peu près 10 bornes pour rejoindre le ravitaillement. Et enfin, la section faisait 25 bornes. Et il nous restait 10 bornes pour rejoindre le ravitaillement. Et il y a 2 caméramans qui viennent avec nous pour faire des images. Et en fait, sur ces 10 bornes-là, bah, on s'est perdu. Enfin, on a suivi une trace qui était vraiment hors sentier, enfin, qui existait sur les applis numériques, mais qui n'existait plus en vrai. Et en fait, on s'est retrouvé face à une énorme falaise avec, enfin, sans issue, quoi, sans possibilité d'avancer, avec un flanc, voilà, une crête à flanc qui était raide, beaucoup de végétation, des arbres avec des pics énormes qui nous déchiraient les vêtements, la peau, enfin. Ouais. Et puis il y a une chaleur à crever et on n'avait plus d'eau. Donc en fait, on a passé, c'est simple, pour faire ces 10 bornes, on a mis 5 heures. Et sur ces 5 heures, je pense qu'on a passé 3 heures quasiment sans eau. On a essayé de trouver une issue pour sortir de cette galère, qu'on a trouvé tant bien que mal en prenant des chemins pas très catholiques. Mais ouais, ça a été une bonne grosse galère à mi-parcours de l'étape. Et, euh, et on s'est mis dans des états assez lamentables, plus pouvoir parler ni avaler tellement on avait soif. Donc, arrivé au ravitaillement, on a tapé 2 litres d'eau chacun. Et les 2 caméramans étaient complètement en croix parce ils sont venus avec nous pour faire des images. Puis finalement, on a quasiment pas fait d'images parce que c'était un mode survie, quoi, sur cette crête pour trouver l'issue. Donc, voilà, c'était la grosse péripétie, on va dire, physique sur le terrain. Un Après, peu stressante? ouais, un peu stressante sur le moment parce que quand t'as plus d'eau et il devait bien faire 30 degrés au soleil qui te tape dessus, t'as que de la végétation qui t'arrache la peau, les vêtements, il n'y avait pas de chemin, bref, c'est une galère, quoi. Puis t'as une falaise en face de toi qui fait 500 mètres, et tu sais que tu dois aller en bas et t'as pas d'issue, quoi, à part faire demi-tour, mais le demi-tour c'était ouais, c'était quasiment 15 bornes pour aller au point plus proche sur la route. Et puis à un moment donné, tu te dis, bah t'es 4, enfin voilà, après tu te dis, il y a pas que moi, donc c'était chaud, ouais. C'était chaud. Alors dans les caméramans, photographes, il y avait Justin.
Ouais, Ouais. Alors Justin, j'ai prévu justement de le recevoir sur le podcast. ouais, cool. Au moment où on parle, c'est pas encore fait, mais Ouais, peut-être qu'au moment où les personnes écoutent, il y a eu déjà le reportage. Je lui demanderai du coup comment il a ok. vécu ça. Ouais, ouais. Et justement, eux, donc les photographes et vidéastes que tu avais pris, Mhm. ce sont des sportifs aussi, j'imagine, qui sont affûtés à ce type d'effort ou pas Ouais, vraiment? oui, bah après, l'idée, c'était pas qu'ils fassent 50 bornes par jour, hein, donc ils sont plutôt déplacés sur le terrain avec des véhicules. Après, ils ont crapahuté forcément sur pas mal d'endroits, mais là, ils se sont dit, on fait une section parce que la section en voiture était longue et ils avaient peur de pas être en bas. Et finalement, c'est nous qui avons été très très longs. Et donc, ils se sont dit, bah, on vient avec vous sur ces 10 bornes-là, ça devrait aller. Il y avait 600-700 mètres de dénive. Ça devait faire quoi sur le papier. Et oui, bah, c'est sûr que Julien et Justin, ils sont plutôt habitués. Après, Julien avait un gros sac, donc forcément, ça rajoutait de la difficulté. Et puis Pierre-Antoine qui faisait les photos, lui, il était pas monté parce que enfin, la course à pied, c'est pas trop son truc. Donc il pouvait crapahuter, mais pas courir 10 bornes avec nous. Donc bon, après Justin, je me faisais pas trop de soucis quoi, parce que c'était le plus athlétique des trois. Hmm. Et alors du coup, ça c'était donc le pire souvenir peut-être, enfin, même si au final ça fait des choses à raconter et puis ça fait Ouais, des souvenirs dont on rigole après, mais c'était et bonne galère quoi, quand ça se ouais, finit ouais, bien. c'est ça. Et le meilleur? Le meilleur, bah, c'est difficile de choisir parce que vraiment il y a beaucoup de choses, mais peut-être l'arrivée, en fait, quand on est rentré en groupement scolaire, toute l'école nous attendait avec la directrice, le ministre de l'Éducation, les profs, tous les élèves qui étaient plus de 150, 200, je crois. Et puis ils nous ont fait plein de discours, des spectacles, des chants, bah, plein de choses pendant plus d'une heure et demie. On a mangé avec eux après. Et du coup, ça, c'était un peu la consécration du projet, quoi. Ça se concrétisait réellement, tout ce qu'on avait amené, tout le travail qu'on avait fait en amont pour pouvoir coller à leurs besoins. Et puis, bah, voir tous ces sourires, tous ces discours, tous ces mots hyper sympas envers nous. Ça a été assez fort. C'était en plein milieu, enfin, c'était même aux trois quarts de la traversée de Fogo. Donc, en fait, on a traversé le matin. Puis sur la traversée, on s'est arrêté kilomètre 45, 47. Et puis du coup, on est rentré dans l'école et on est resté une heure et demie avec eux. Et ça, c'était un super moment avec les élèves et puis avec voilà, les profs, la directrice, tous ceux qui nous accueillaient. Il doit y avoir un petit côté purée, c'est fini quoi, quand ça arrive ça. Bah, derrière, il nous restait encore une étape. Mais oui, c'est sûr qu'une fois qu'on avait fait les trois plugins, plus les habits, plus enfin, la distribution des habits, plus la distribution des matériels scolaires, de sport, derrière, il y a eu un relâchement, quoi, parce que ouais, bah, le plus gros était fini. En plus, c'était la plus petite étape le lendemain de 27 bornes. Donc, c'est vrai qu'on l'a pris un peu plus relax par rapport aux autres. Et puis derrière, ouais, on avait quasiment 2 jours de voyage en bateau après pour remonter. Et tout le monde était vanné quoi. Pendant 5 jours, là, la pression est retombée vraiment. Hmm. Ça doit être particulier de ces moments-là où tu as travaillé pendant tu vois, 1 an et demi pour préparer ce projet. Tu dois avoir un peu un sentiment pas de vide peut-être derrière. C'est comme quand tu prépares un gros ultra et puis c'est ton événement, tu vois, ou un objectif de vie presque et que ça y est, c'est fait. Il y a un Mm-hmm. sentiment de vide, tu vois, non? T'as ressenti ça? Non, pas trop, parce que bon après on est rentré pour Noël, donc puis il est tellement fatigué que après t'as envie aussi de couper. Puis moi j'avais envie de breaker par rapport à toute la saison, tout le projet, voilà, de faire une vraie coupure à la fois physique, numérique, voilà, de penser à rien quoi, de pas penser partenaire, événements, animation, course, entraînement, etc. Donc là j'ai depuis Noël finalement je suis un peu en roue libre, je fais un peu ce que j'ai envie et c'est pas mal dans la saison
il faut vraiment avoir ces coupures-là. Et non, j'ai pas eu ce sentiment de vide. J'ai bien assez de choses pour m'occuper après. Alors justement, c'est quoi tes objectifs là pour 2022? Je vais retourner sur la Golden Trail sur 3 étapes pour pouvoir prétendre au classement général. Donc l'étape de Zegama, du Mont Blanc et puis la Norvège, là, Strenda Fjord, la nouvelle course en Norvège. Dans l'idée, c'est de se qualifier pour la finale à Madère, donc qui est fin octobre sur 5 jours. Donc c'est une course à étapes et c'est un format qui me plaît, ce genre de course. Et puis je vais retourner sur la CCC en août. Donc voilà, ça va faire le gros de ma saison, quoi, ça. Les 3 étapes Golden, la finale et puis la CCC. Ça t'avait bien plu ça, la CCC? Tu t'étais bien. Est-ce que pour toi c'était une surprise? Tu avais terminé 3e de mémoire, hein, c'est ça? Ouais. C'était une surprise pour toi ou c'était l'objectif? Non, c'était pas du tout l'objectif. L'objectif c'était de découvrir la distance et la course, voilà, sans se prendre trop la tête. Après, c'est vrai que j'avais essayé je l'avais préparé sans la préparer, quoi. J'étais dans ma saison Golden, donc il fallait que je fasse quand même pas trop de compromis pour pouvoir me qualifier sur la finale et pouvoir jouer un classement général. Et de l'autre côté, j'avais quand même pas envie d'arriver en touriste sur la CCC. Donc j'ai préparé un peu en mixte finalement les deux événements, quoi. Enfin la Golden, les étapes de la Golden et la CCC. Donc j'ai rien fait vraiment de spécifique, j'ai fait un peu de tout. Donc après je savais que j'arrivais plutôt enfin voilà, les dernières séances que j'avais fait étaient bonnes, mais l'inconnu c'était la distance en course et la gestion en course. Donc oui, quand même un peu surpris de cette 3e place. Après, par rapport au travail que j'avais fait avant, c'est vrai que je suis content parce que voilà, j'avais fait des choses bien et c'est toujours cool quand tu les concrétises sur le terrain le jour J. Et alors, ça t'a donné envie d'augmenter encore un peu les distances ou Augmenter, pas forcément augmenter, parce que ça n'aurait pas de sens de faire un test sur 100 bornes et passer à 150, quoi. Si je faisais un test, c'était pour voir comment ça se passait bien. Donc l'idée l'année prochaine, c'est de poser encore un peu plus les choses, de prendre un peu plus le temps de préparer cette CCC, et puis voilà, de commencer à poser les bases sur un peu plus long. Mais ça sert à rien de sauter, de griller des étapes et de vouloir tout de suite rester sur de la Golden et passer sur 120, 130 ou plus. Ça n'aurait pas trop de sens. Donc voilà, l'idée cette année, c'est encore de refaire un peu un mix entre trail et ultra trail, quoi. Et puis on verra l'année suivante ce que je ferai. En tout cas, je trouve ça très cool les Golden, et que pour une fois on mette en avant aussi les distances plus courtes, parce que c'est vrai qu'on a tendance à tu sais, sur une course, on connaît la distance reine, l'ultra, mais tu vois, par exemple l'UTMB, tout le monde connaît l'UTMB, mais qui connaît la MCC, mis à part les spécialistes, les connaisseurs, enfin, qui l'ont déjà faite. Donc je trouve ça très cool que les Golden aient focus aussi sur ces distances plus courtes. Ouais, c'est sûr que ça fait plusieurs années maintenant qu'ils travaillent sur la communication et sur le fait d'attirer les élites pour faire vraiment des courses élitistes internationales et d'avoir un vrai plateau sur chaque course et un vrai enjeu sur toute la série, d'avoir une vraie finale. Et puis cette année, ils ont fait des beaux épisodes aussi sur la Golden Trail TV. Donc ça se met progressivement en place. Moi, j'ai fait toutes les années des Golden, 4 ans, et puis je vois bien que ça prend quand même, et que dans le monde du trail maintenant, quand on parle Golden Trail, tout le monde sait ce que ça, quasiment tout le monde sait à peu près à quoi ça correspond. Donc c'est cool pour la discipline, parce qu'il n'y a pas que des 160 bornes, quoi, en trail. Et c'est pas plus facile d'aller faire 40 bornes que d'aller faire 160 bornes
Enfin, en tout cas, d'aller jouer la gagne sur 40 que sur 160. Donc non, c'est super la mise en lumière que ça a, en tout cas, pour la discipline et pour la distance. Trop cool. Je voulais te parler aussi d'un autre sujet. J'ai empilé pour une nouvelle saison d'ambassadeur de la clinique du coureur. Et toi, tu fais des petits tutos nutrition. Tu vas continuer ces petites vidéos avec tes conseils recettes? Pas forcément cette année là. On en a pas reparlé, mais je pense pas parce que il faut se renouveler. Je pense qu'il faut pas faire tout le temps la même chose, autant pour moi que pour eux. Donc là, on n'a pas eu de discussion encore avec la clinique du coureur, mais c'était pas forcément dans les tuyaux là, les dernières fois. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'on va mettre en place encore cette année. On va voir. Affaire à suivre. Ouais, exactement. Trop cool. Bon, bah écoute, Thibaut, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour peut-être clôturer notre échange? Bah écoute, non, j'ai toujours pas repris la course à pied depuis Noël, donc il va falloir que je m'y remette. On parlait de calendrier, normalement je reprends les compétitions dans 2 mois, là, le 20 mars. Donc voilà, en attendant, je vais essayer de skier un peu. J'ai la tranche jurassienne aussi en tête, là, mi-février. Donc voilà, je souhaite à tout le monde de profiter de l'hiver pour bien se reposer, pour être en forme pour la grosse saison. Yes. Eh ben écoute, très bonne saison à toi et puis on aura sûrement l'occasion de te croiser durant l'année. Ouais, merci beaucoup. Allez, salut. Trop cool. Ciao. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.